Bonjour, bienvenue sur ce congrès dont le concept est de parler de l'économiste de la construction et du digital, de l'économiste digital, à l'invitation du président Pascal Asselin. On va parler enfin, c'est le bouquet final, dans cet atelier, du sujet du congrès, puisqu'on a parlé de digital dans le bâtiment de façon progressive pendant 3 jours. Hier, on parlait encore notamment d'ateliers BIM virtuels ou avant-hier de MOOC ou de révolution digitale et de révolution digitale partagée. Là, on va parler on va essayer de trouver ensemble en quoi le digital impacte le métier d'économiste de la construction. Alors c'est une question lourde de sens, stratégique, sachant que le digital est structurant pour le métier d'économiste de la construction que vous représentez et l'ensemble de la filière que vous représentez dans le bâtiment et la construction. Avec nous pour en parler, Sylvain Tessier, puissance invitante, je vais essayer de bien le traiter, hein. Vice-président de l'Intec en charge de la R&D et de la formation, économiste de la construction naturellement. Stanislas Limousi. Stanislas, vous dirigez BIM Motion et BIM Data. C'est des startups prometteuses. Vous avez développé d'autres startups aussi dans le secteur. Et Sébastien Ulrich, Benjamin Ulrich, pardon, vous êtes patron de Intent Technology, qui est une plateforme de gestion de data aussi très très prometteuse, avec déjà des résultats. Sylvain, vous êtes en charge de la R&D, donc vous avez une sensibilité à l'innovation. Vous avez mené un certain nombre de projets BIM dans le cadre de l'Intec et dans le cadre de votre société en tant qu'économiste de la construction. Donc vous avez aussi un retour d'expérience en BIM et en maquette numérique. Et puis vous avez fait fort, si je puis me permettre, parce qu'avec l'Intec, vous avez été audacieux, innové en digital en créant le premier MOOC, qui est le premier MOOC de référence, en l'occurrence sur le BIM. Donc vous avez une stratégie de formation en complément de la formation présentielle pour proposer par du digital, par des MOOC, de la formation aux économistes de la construction, aux acteurs de la filière et aux étudiants. Il y a une première session qui s'est terminée, vous en parlerez tout à l'heure, il y a peu de temps. Il y a une deuxième qui commence bientôt, le 14 juin. Et c'est une vraie réussite. Donc aussi par votre dimension R&D innovation, votre dimension retour d'expérience BIM et lancer des MOOC avec succès, ce qui est 2 conditions assez formidables. Je vous pose la question, quel est l'impact du digital? Quelle est votre approche du digital dans votre métier d'économiste de la construction et dans la filière du bâtiment? Bonjour. Je vais vous décevoir parce que je n'ai pas la réponse à la question. C'est tout l'objet de l'atelier. Bah alors, Stanislas. On va quand même essayer. L'objectif de l'atelier, c'est de continuer la réflexion qu'on a eue pendant ces 3 jours sur le digital et essayer et tenter d'imaginer ce que peut être l'impact. Voilà. Oui, en toute humilité, bien sûr. Oui, voilà. On a bien compris que c'était un sujet très vaste, ce sujet-là, et au-delà d'ailleurs de la maquette numérique, du MOOC et d'autres sujets. Moi, ce que j'ai envie peut-être en introduction, c'est déjà de donner ma vision de ce qu'est cette révolution digitale et de rappeler ce qu'est notre métier. Donc, moi, ce que j'ai compris de ces 3 jours, c'est qu'autour du digital, on est bien toujours sur la question de la gestion des données. On sent bien que la force des pure players, c'est comme ça qu'on dit, ou des startups, c'est bien d'arriver à maîtriser la donnée et d'en produire des éléments qui modifient la façon de travailler. Je le dis avec mes mots, voilà. Et généralement, on parle de big data, ce que j'ai compris. J'ai trouvé cet exemple d'un professionnel de l'immobilier qui débute, BNP Paribas, qui a une stratégie digitale, et j'ai trouvé intéressant parce qu'il mettait en avant les 2 points à droite, c'est-à-dire les objets connectés et la collecte de données. On sent déjà une tendance, c'est-à-dire que le bâtiment, on va lui associer des objets pour collecter de la donnée. Voilà. Donc c'est pour moi déjà un premier élément du chemin de la révolution digitale pour le bâtiment. Et j'ai essayé de résumer ce que fait l'économiste
autour de la question de la donnée. Si on part du haut, on a des données technico-économiques, on fait des estimations sommaires, on fait une analyse économique, on a une méthode, dite la méthode Intec, qui permet l'analyse, on fait des estimations détaillées, on analyse les offres, et on remonte pour reproduire de la donnée, refaire l'estimation et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est déjà dans ce processus de collecter de la donnée, l'analyser, en produire, recollecter et ainsi de suite. C'est tous les flux, les process d'exploitation, d'apparition, de sourcing et d'exploitation de la data, Voilà, la donnée. on le fait. On le fait sans doute pas avec les moyens toujours au top de l'évolution informatique, mais on le fait. On a cette matière et on en a besoin. On sent bien que la boucle, c'est ce qui nourrit notre métier. Sachant que l'économiste, par principe, c'est un gestionnaire de données économiques et des métiers. Voilà. Donc c'est naturel. Et l'autre aspect, c'est que en le faisant, on a besoin, c'est ce qui est écrit à droite en bas, c'est-à-dire on a besoin de passer d'une vision synthétique dite ratio à une vision détaillée et ainsi de suite, et vice versa. Donc on a aussi besoin de cette souplesse dans notre métier. Voilà ce que j'ai compris, ce que j'ai... Oui, bien sûr. Et sachant que vous l'appliquez quand vous êtes en phase conception en tant qu'économiste de la construction, au niveau de l'Intec, quand vous travaillez sur les cahiers des charges ou l'évolution des cahiers des charges, vous appliquez déjà de l'exploitation de data, de données, c'est votre quotidien. Oui, c'est pas évidemment pas le seul métier, tous les métiers traitent de la donnée, mais voilà, effectivement, on gère de la donnée, alors on va appeler ça... C'est consanguin au métier, c'est la data. Oui. C'est consanguin. C'est la data par rapport à la donnée, c'est simplement le fait qu'elle est numérisable. C'est des suites de 1 et de 0 et qu'elle est numérisable et après partageable. Oui. D'accord. D'accord. Bon, de toute façon, je pense qu'avec le MOOC et avec ce congrès, on voit bien que les économistes de la construction sont à la page, sans jeu de mots, en termes de digital. Et surtout, c'est ce qu'on a vu hier, l'essentiel, c'est pas forcément de savoir, mais c'est de vouloir, d'apprendre et d'être dans le test and learn, pour parler français, d'être dans l'expérimental. Donc c'est tout le sens de ce congrès et de votre démarche. Benjamin Ulrich, quand vous entendez Sylvain parler de données, de data, alors vous êtes un éditeur de plateformes de data, puisque Intent Technologies, vous avez lancé la plateforme Intent Platform, voilà, qui permet en 2 mots, si je suis à la hauteur de ce positionnement très intéressant, aux gestionnaires de parcs immobiliers, qui paraît être un nom un peu dépassé maintenant, d'avoir de la data, de les exploiter avec leurs partenaires, les économistes de la construction, les architectes, les fournisseurs. Donc, vous êtes éditeur d'une plateforme de data. Voilà, tout à fait. Alors, dans ces nombreux enjeux qu'on évoque là depuis le début de cette réunion, on parle de la donnée. Alors, ce terme n'est pas nouveau dans plein d'industries. Je dirais qu'il est un peu nouveau dans le secteur du bâtiment parce qu'il était plutôt en retard par rapport à d'autres secteurs de l'industrie. Et nous, le constat qu'on avait fait au contact de ces gestionnaires de parcs immobiliers, donc on retrouvera notamment les bailleurs sociaux, les syndics, des foncières, des properties, donc tous les gens, les collectivités, donc tous les gens qui sont amenés à avoir des bâtiments en gestion, finalement, ils ne capitalisaient pas sur les millions de données qui étaient déjà disponibles. On voit bien que dans des métiers comme ceux des économistes de la construction, on manipule tout un tas de données, mais elles sont aujourd'hui pas du tout agrégées. Alors que dans notre quotidien, on vit pour réserver un billet de train, pour aller sur des sites de e-commerce, tout un tas de systèmes très optimisés et qui utilisent la donnée au cœur de notre vie. C'est-à-dire, par exemple, les habitants copropriétaires ou locataires d'un parc immobilier sont plus users, sont plus internautes et mobinautes que finalement ne peut le paraître, je ne veux pas vous mettre mal avec vos clients, que ne peut le paraître, avant de vous connaître, bien sûr, les gestionnaires de parcs immobiliers. Exactement. Il y a un contraste, c'est un paradoxe. On a un vrai contraste dans un secteur qui, pour moi, est encore assez artisanal. On est dans une succession de prototypes, si on parle de la partie construction. Si on parle de la partie exploitation, on voit bien que c'est beaucoup d'humains et peu d'automatisme et peu de connexion entre l'écosystème, alors qu'on passe, en tant qu'occupant, plus de 90% de son temps dans un bâtiment. Donc on imagine bien, dans un monde où on vit avec tout est connectable et tout est connecté, finalement le bâtiment est assez peu connecté. On parle beaucoup des objets, donc c'est un accélérateur. Après, au point de vue des données, il faut savoir que ce n'est pas que les objets connectés aujourd'hui qui représentent une source de valeur. Il y a déjà des millions de données qui sont générées au travers des systèmes d'information de fournisseurs qui interviennent dans le bâtiment. Et c'est ce qu'on illustre, nous, au travers de ce schéma. La vraie problématique qui existait dans ce secteur, c'est qu'elle était enfermée dans des silos. Donc chacun ayant son propre entrepôt de données,
mais n'ayant pas la capacité de le partager. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est simplement de réunir autour d'une plateforme la capacité à agréger cette donnée entre, d'une part, un gestionnaire de parc, des fournisseurs de services, des fabricants, des bureaux d'études, des promoteurs, des constructeurs, des éditeurs de logiciels, et de permettre à chacun de tirer la valeur ajoutée qui va être issue, d'une part, à l'obligation du gestionnaire de se transformer, parce que le gestionnaire qui est au contact de l'occupant a une obligation aujourd'hui de se rapprocher du service à l'occupant, et donc de changer son métier. Et puis par ailleurs, d'être capable d'apporter de la valeur ajoutée à tout cet écosystème. Alors je voulais représenter avec quelques marques pour illustrer mon propos, mais donc les prestataires de services qui font la maintenance, l'exploitation, les fournisseurs d'énergie, les objets connectés. Alors on pense aux objets connectés grand public, mais c'est aussi dans le bâtiment des capteurs qui arrivent dans la maintenance. Donc on va suivre des sondes de température, des équipements qu'on va rénover avec des chaudières connectées, des ascenseurs connectés, et puis progressivement tous les logiciels métiers qui viennent interagir pour aider à industrialiser ce secteur dans la gestion des processus de maintenance et d'exploitation. Alors concrètement, votre client, il paye un abonnement pour utiliser la plateforme et il la met à disposition de ses partenaires, économistes de la construction. Il y a peut-être des cas où vous travaillez déjà ensemble par voie de plateforme, architectes, fournisseurs. Le but, c'est de partager les données. C'est comme si on utilise Waze. Il faut utiliser Waze en GPS pour son itinéraire routier, mais il faut aussi sourcer et donner des informations à Waze. Il faut prendre et apporter de l'information, et c'est profitable à tout le monde. Le but étant une économie de gestion de fonctionnement. Exactement. Partez du principe qu'on sait à peu près tout aujourd'hui sur ce qui se passe autour de nous, les bouchons sur la route, le niveau d'enneigement sur les pistes de ski, à quelle heure je vais avoir mon colis. Quand on veut savoir ce qui se passe sur un bâtiment, globalement un gestionnaire il ne sait strictement rien, ou alors il doit passer 50 coups de fil ou se connecter à 50 portails. Donc la vraie démarche première, c'est déjà d'être un espèce de Waze ou Coyote du bâtiment, c'est de savoir ce qui se passe, être alerté et comprendre en fait les usages qui sont associés à l'exploitation de ce bâtiment pour pouvoir intervenir de manière plus proactive et réactive, que ce soit pour des logiques de maintenance, de relations clients ou alors d'optimisation énergétique. Par exemple, donc il paye un abonnement. Il y a différentes strates d'abonnement selon le niveau de qualité de service. Il partage avec ses partenaires, donc c'est plutôt vertueux, ça peut être bien vu par tout le monde. Oui. Il y a une économie de fonctionnement, puisque moi j'ai appris que 80% du coût en général, ou les 3/4 du coût, c'est dans le coût de fonctionnement et pas forcément d'investissement. Donc en termes de ROI, de Return on Investment, vous avez un coût pour utiliser cette plateforme de la part de vos clients et ils font une économie à la clé. C'est vos arguments tout à fait pertinents, j'imagine. Oui, alors on ne donne pas de chiffres précis en disant ils vont faire X% d'économie parce que les réductions sont très transverses. En fait, le bâtiment, c'est une succession de dysfonctionnements aujourd'hui dans la chaîne du service qui est délivré dans le bâtiment. Et donc imaginez que demain on vient connecter toute cette chaîne de services, vous allez impacter aussi bien des enjeux RH au sein de ces organisations, des enjeux de coûts d'exploitation pour les fournisseurs qui vont se retrouver à être plus efficaces dans les interventions, des coûts liés au métier des bureaux d'études et assistance à maîtrise d'ouvrage qui auront un accès direct à la donnée déjà structurée pour pouvoir faire leurs analyses et puis in fine améliorer le niveau de service à l'occupant, qui est aujourd'hui un coût important pour ces gestionnaires qui sont confrontés à une augmentation des réclamations. On a tous dans notre quotidien vécu la journée qu'on doit prendre entière pour prendre rendez-vous pour un dépannage de sa chaudière. Alors justement, par rapport à on peut s'apercevoir que le vendredi soir, les gens ouvrent plus la porte prennent plus l'ascenseur, ouvrent plus la porte du garage, si tant est qu'il y a des capteurs, sortent en voiture, qu'il y a du bruit, et ils partent en week-end, et ils rentrent idem en sens retour le dimanche soir, et on peut réguler la chaudière pour faire des économies. Les fabricants travaillent activement aujourd'hui à rendre connectés leurs équipements. Donc évidemment, ce type de fonctionnalité, on le connaît aujourd'hui avec le thermostat. Ça a été un moment un peu cristallisant, je dirais, sur l'arrivée des objets connectés avec l'arrivée de Nest notamment. Ouais, tout à fait. Google qui est rentré dans ce bâtiment, on s'est dit mais pourquoi ils y vont, qu'est-ce qu'ils veulent y faire, etc. Donc nous, on voit l'ensemble de la filière aujourd'hui évoluer à rendre connectés tous ces équipements. Mais il faut partir du principe que ça va être qu'un nouveau sujet complémentaire a déjà tout ce qui va être lié déjà, par exemple, la prise de rendez-vous. Qui n'est pas du tout un sujet qu'on va associer à l'environnement des équipements connectés, mais pour prendre un rendez-vous aujourd'hui sur un site internet avec sa société qui entretient la chaudière, c'est déjà un défi par rapport à ce qu'on peut connaître dans le e-commerce pour se faire livrer un colis. Donc il faut vous dire que dans la chaîne des services du bâtiment, l'objet connecté va impacter cette capacité à être plus efficace dans l'intervention
puisque le bâtiment, c'est d'abord des hommes et des femmes qui interviennent pour pouvoir optimiser son fonctionnement et son usage. Ça peut optimiser, prévenir, être prédictif, dire il faut une prise de rendez-vous maintenant parce que la chaudière est en état de fatigue. Voilà, alors après, une fois qu'on a structuré et organisé toute cette data au sein d'un socle commun, on est beaucoup plus en capacité d'aller l'analyser et d'aller travailler sur des algorithmes. Alors nous, aujourd'hui, on travaille à titre d'exemple sur des algorithmes qui sont des indicateurs qui vont scorer la performance de ce bâtiment en termes de qualité de service. Donc pour s'assurer que le niveau de service délivré dans le bâtiment, sur le chauffage, sur l'ascenseur, sur l'entretien de ses chaudières, l'entretien au niveau de la fourniture d'énergie soit conforme aux usages de ce bâtiment. Mais ça peut aller demain aussi sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans les termes marketing, vers de la maintenance prédictive, vers une meilleure personnalisation des services à l'occupant. Donc vous permettez la mutation, vous faites de la disruption pour permettre la mutation du métier de gestionnaire de parc immobilier, où c'est du lourd hein, dans l'expression, à opérateur de service, de plus en plus profilé et personnalisé à terme via les capteurs et l'information qui sera sourcée par les habitants, copropriétaires, locataires et l'ensemble des partenaires et gestionnaires de bail. Une économie vertueuse pour tout le monde, pour les locataires et les propriétaires au final. Oui, ça va impacter vraiment toute la filière. Bon, elle est en plein chambardement, je dirais, avec l'arrivée du numérique, comme tous les secteurs de l'industrie. Aujourd'hui, l'analyse de cette data va permettre de segmenter. Bien sûr, une masse de données n'est pas exploitable en l'état, donc il va falloir l'analyser pour pouvoir en faire des petits paquets par rapport à des enjeux d'efficacité, de relations clients. Et dans cette dynamique-là, à titre d'exemple, nous on travaille sur du scoring énergétique, donc scoring énergétique qui a pour but de mieux prévoir l'impayé en fait, dans le cadre du logement social. Donc tout ce type d'analyse demain va permettre d'adresser de manière plus personnalisée les services à l'occupant, sachant que ces gestionnaires, ils veulent muter d'un métier d'exploitant technique ou juridique comptable vers un métier d'opérateur de service. Donc ça signifie quoi? Que demain, en tant qu'occupant, j'aurai accès à une application qui va me permettre sur une seule application d'agréger tous les services qui sont liés à l'usage que je peux avoir de mon bâtiment. Donc j'aurai le suivi de ma consommation, je pourrai prendre rendez-vous pour faire dépanner ma chaudière, je serai informé quand l'ascenseur est en panne, quand est-ce qu'il sera remis en service, je vais pouvoir participer à la performance énergétique de mon bâtiment pour mieux réguler le chauffage collectif, etc. etc. Et vous connectez combien de bâtiments ou de personnes? Je ne sais pas quel est le cri. Alors aujourd'hui, on s'adresse donc à des gestionnaires qui gèrent entre 10 000 et plusieurs centaines de milliers de logements sur le secteur résidentiel. Donc on a déjà connecté 400 000 logements aujourd'hui de manière industrielle, donc bâtiments existants, neufs ou rénovés. Au travers des datas que l'on connecte, donc c'est plus de 40 000 objets connectés qui publient de la donnée dans cette plateforme. 40 000 objets connectés, 400 000 équipements. On a 400 000 logements. Ouais. 40 000 objets connectés, 400 000 logements. Il y a un ratio de 1 à 10 pour l'instant, donc il va augmenter fortement. Exactement. On est encore au tout début des objets connectés. Alors les objets connectés, ils vont venir de 3 manières. Ils vont venir dans le neuf, avec les bâtiments qui, je vois bien tout un tas de promoteurs, constructeurs aujourd'hui, intégrer nativement dans les bâtiments toute cette couche de connectivité au travers des équipements. Dans la rénovation, je vous parlais des chaudières, je rénove une chaudière, aujourd'hui je peux remplacer une chaudière par une chaudière connectée qui va apporter tout un tas de data. Et puis enfin, dans la maintenance, les fournisseurs de services, donc à titre d'exemple, des sociétés d'entretien de chauffage, aujourd'hui déploient des milliers de sondes de température dans les bâtiments existants pour pouvoir mieux piloter le contrat de chauffage et partager le réglage du confort dans le bâtiment avec le gestionnaire et l'occupant. Les datas appartiennent à qui? Puisqu'on a vu, et on en a parlé avant-hier, c'est de l'or, c'est encore mieux qu'un puits de pétrole. À qui elles appartiennent? Elles sont émises? Est-ce qu'elles appartiennent aux gens qui les émettent? Alors le terme « appartenir », les juristes seraient là, et on ne peut pas avoir d'appartenance de propriété physique d'un bien immatériel. Ah là, c'est le début de votre réponse alors là. Ouais. Donc aujourd'hui, elles ne nous appartiennent pas, en tout cas dans notre modèle économique. C'est important, dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup de volonté de capitaliser sur cette data. Donc elle appartient d'abord à nos clients et puis à leurs clients, aux occupants. Puisqu'il y a aussi ces problématiques de la donnée de l'individu qui aujourd'hui ne peut pas être pris dans n'importe quelle condition. Donc nos clients s'assurent de la légitimité à pouvoir récupérer la data qui concerne l'individu. Et par ailleurs, toutes les données qui sont liées à l'exploitation du bâtiment sont propres à la propriété du bien immobilier. Les datas en termes d'input appartiennent à ceux qui les émettent. Oui. En termes d'output, c'est-à-dire que si vous récoltez la data A et la data B et que vous en tirez grâce aux algorithmes la data CDE, les data CDE vous appartiennent à vous. Alors, c'est vrai que quand on vient à pouvoir agréger un parc immobilier de plusieurs, demain, millions de logements ou millions de bâtiments au sein d'une même plateforme, il y a de
tout un tas de potentiel d'aller faire des analyses transverses de ces datas pour aller proposer des benchmarks qui pourront servir à optimiser notamment le processus de construction et le processus de rénovation, puisqu'on a une mauvaise connaissance finalement de la réalité de l'usage de ces bâtiments dans la durée de vie de ces bâtiments. On va pouvoir travailler à optimiser en fait tous les contrats de maintenance qui sont liés à l'exploitation d'un chauffage, d'un ascenseur et qui ont besoin de se nourrir de cette data pour pouvoir travailler cette fameuse maintenance prédictive. Et la propriété en tant que telle de ces nouvelles data, nous on en fait un nouveau service. C'est-à-dire que pour nous, c'est intégré dans notre modèle économique. À partir du moment où on a déjà fait une agrégation de ces données-là, et bien finalement la couche de connaissance de la vue 360 que l'on aura du parc immobilier, c'est un nouveau service que l'on pourra proposer à nos clients. Ce type de plateforme s'interface avec des maquettes numériques, on va en parler avec Stanislas. Il y a la connexion se fait, j'imagine. Voilà, alors il y a le grand boom de la maquette numérique qui est en train d'arriver fortement dans ce secteur d'activité. Donc nous, on est présent dans un projet qui est le carnet numérique du logement, dans lequel on travaille à pouvoir extraire et interagir avec les maquettes numériques. Donc concrètement, la maquette numérique, c'est aussi tout un tas de données qui sont agrégées avec des utilisations qui peuvent être la modélisation 3D. Bon, je laisserai en Stanislas en parler. Mais nous, en fait, on va permettre surtout d'enrichir et de faire vivre cette maquette numérique, donc en interface avec tous les acteurs qui travaillent autour de la maquette dans l'exploitation, encore une fois, puisqu'on n'intervient pas du tout au niveau du process de construction. Merci Benjamin. Stanislas Limousi, vous avez créé plusieurs sociétés, vous êtes fondateur de BeamMotion et de BeamData. Je vais donner l'objet connecté à Sylvain, l'IoT. Vous êtes cofondateur de BeamMotion et BeamData. Vous confirmez, vous réalisez des maquettes numériques, vous co-réalisez des maquettes numériques. Vous, en conception, vous réalisez des cahiers des charges pour les maîtres d'ouvrage, des DOE numériques. Vous les aidez, vous les accompagnez, les conseillers dans le pilotage de projets BIM. Et ça vous est arrivé de travailler sur des projets où il y a un interfaçage de la maquette numérique avec une plateforme de data type Intent Technologies ou celle-ci en l'occurrence? Oui, effectivement, on travaille avec Intent sur un bâtiment à Lyon qui est géré par Foncia et qui fait le lien entre la maquette numérique et les objets connectés. Et en fait, on a typiquement sur cet immeuble, on a deux usages précis. On a l'usage qui est lié à l'exploitation, à la capacité à remonter l'information, les températures de chaudière, les alertes sur l'ascenseur. On pourrait aussi connecter les VMC pour pouvoir monitorer les baisses de flux et ne pas attendre que ça casse, faire l'intervention quand il le faut au bon moment. Et on travaille aussi avec un centre de recherche qui fait des études thermiques dynamiques et qui permet de faire du commissioning continu, c'est-à-dire monitorer la performance de l'immeuble sur différents points. Et donc ça nous permet de travailler tout ce qui est rééquilibrage de chaufferie et d'aller un peu plus loin dans le conseil client. Mais je dirais que si je dois parler du BIM, il y a une image qui est un peu coupée, mais il y a le sentiment pour beaucoup de gens qui font du BIM d'être un peu Superman. Et je vais profiter de cette table ronde pour pouvoir échanger sur l'innovation en général, pas forcément se focaliser sur la technologie, parce que le BIM, c'est ce qu'a connu la finance il y a 30 ans avec des formats qui sont interopérables et qui a permis de générer des échanges phénoménaux entre les différents acteurs au niveau mondial. J'ai fait 6 ans de finance de carrière, et finalement, on finissait par envoyer sur 4 ou 5 banques au bout du monde en un clic de l'information qui était structurée. Et si je dois retenir, Benjamin, mais vraiment la notion de structuration de la donnée est pour nous un point essentiel pour la réussite dans l'innovation. Pour ça, je vais reprendre les grands principes d'innovation. C'est un peu théorique, on ne va pas forcément s'y attarder, mais le BIM, c'est vraiment la première brique de l'innovation, c'est-à-dire qu'on est dans l'automation d'un processus métier. Comment est-ce qu'on fait à partir d'un nouveau format? On l'a connu auparavant avec l'informatique, avec différentes ruptures technologiques. On a un nouveau format, un format ouvert interopérable. Ça veut dire qu'il y a des opportunités pour travailler plus vite, mieux. Malheureusement, souvent moins cher à terme, mais en tous les cas, on n'est absolument pas dans la création d'un service innovant, on est juste dans la standardisation de nouveaux processus métiers, on s'adapte à un état de marché. Ne pas s'y adapter, ça veut dire qu'on va produire moins vite, plus cher, et qu'on n'aura pas forcément la qualité qui sera en face. Donc le BIM, finalement, on a ce sentiment d'avoir franchi un cap, parce que c'est très visuel. Ça déploie la technologie un peu sympathique, on a des lasers scanners, on remonte sur les outils
type 3D des maquettes, mais finalement, c'est que l'utilisation d'outils existants qui fonctionnent relativement bien. Donc, l'innovation n'est pas là. Je dirais que la deuxième partie, et ça on l'a vu chez nos clients, c'est la partie collaboration. La collaboration, c'est l'étape la plus difficile à franchir pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de produire dans son coin et être capable de travailler entre nous, partager l'information, c'est une vraie étape. Et ça se passe aujourd'hui par des plateformes collaboratives. Je ne sais pas si vous avez une slide, mais je vais juste illustrer sur la partie iMobile qui est notre métier. Nous, on a commencé par standardiser le service en se transformant en ISO et en rédigeant finalement tous les standards, en se basant sur les standards internationaux. On n'a rien inventé, mais on a ISO normé pour pouvoir avoir un standard de service d'iMobile. On a d'ailleurs été certifié par BRE en BIM niveau 2, ça c'est le langage de BIM, mais en tous les cas, les gens qui travaillent chez nous ont les standards et sont certifiés. Donc là, on est sur les produits standards et on est capable de travailler les clients sur les offres packagées. BIMdata.io, c'est votre deuxième structure. Oui, tout à fait. .io, c'est très informatique, start-up. Donc là, c'est pour valider des cahiers des charges, puis c'est pour ou c'est pour la charte. BIMdata, on va le voir finalement, parce que la première difficulté qu'on a eue, c'est que nos clients n'étaient pas habitués à cette partie collaborative, et on avait un ensemble d'acteurs, typiquement des gros bailleurs sociaux, qui se retrouvaient avec les archives, toute la maîtrise d'œuvre qui se mettait en face et qui continuaient à envoyer des fichiers papier, par e-transfert, par mail. Donc on a mis en place une plateforme collaborative pour l'ensemble de ces acteurs afin de monter la marque dessus et d'aller vers une logique beaucoup plus intéressante en termes d'innovation. Au-dessus de la collaboration, il y a cette notion de construire un environnement pour la donnée, pour que la donnée devienne du service. Et c'est vraiment là où il y a deux notions toujours avec BIMdata, c'est l'interfaçage avec les plateformes. Aujourd'hui, les services sont basés sur les plateformes, sur des formats qui sont fermés. Donc, typiquement avec Intent, on s'est connecté en une demi-journée. On était capable de pouvoir récupérer les données de façon structurée, parce que de leur côté, ils ont une plateforme, donc on peut s'échanger des données structurées au-delà des formats. Et la deuxième chose importante, c'est se dire, quand je construis ces plateformes, je vais pouvoir faire un service. Donc je structure ma donnée, et c'est là où la tech a quelque chose de très important à jouer, c'est que vous avez une méthode. Et la méthode pour décrire le bâtiment, c'est structurer la donnée, et c'est pouvoir échanger, comparer. Et typiquement, si je vais jeter des idées pour les économistes, la collaboration en tant que membre de la tech, la capacité à partager la donnée, qui soit comprise sur un format qui est structuré, ça permet de pouvoir comparer des projets, faire du prédictif sur des dépassements de budget, analyser les retours de prix. Si vous faites ça de façon collaborative et avec des structurés, vous aurez une capacité à pouvoir fournir à vos clients des services supplémentaires. Et ça, c'est l'étage du dessus. Et là, vraiment, en expertise, c'est dans l'analyse. Données structurées, et c'est ce qu'on voit au niveau d'Intent, plus ils vont monitorer l'ascenseur, plus ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau des branches et pouvoir faire du prédictif. Même chose au niveau de tout ce qui est connecté, tout ce qui est structuré en données, dès qu'on commence à les connecter de façon massive, on peut faire l'analytique. Et clairement, chez vous, vous avez quelque chose à jouer au niveau de l'analyse des données, parce que vous êtes au cœur du point essentiel du bâtiment, c'est vous. Vous avez une vision sur le potentiel qui est phénoménale, aussi bien au niveau projet au démarrage que sur les nouvelles missions, le coût global. Parce que là, on parlait des coûts 80-20, 80% des coûts sont ceux qui sont dans le fonctionnement, des coûts de fonctionnement. Donc, clairement, là, il y a vraiment un coup à jouer pour vous. Et derrière, la fusée du dessus, c'est l'automatisation. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir automatiser les services chez les clients? C'est ce qu'ont très bien compris l'ensemble des acteurs du web. On a un iPhone dans la poche aujourd'hui, quand on reçoit un mail sur Google, quand on a fait une réservation au niveau de son billet de train, et ben on a son data qui se fait un jour automatiquement. C'est là où on commence à avoir c'est là où on commence à apporter une valeur ajoutée très forte au client. C'est qu'on est au-delà de l'analyse, on est déjà sur le coup d'après, on a analysé, on a transformé ça en une action d'automatisation au niveau de nos clients. Je vais aller assez vite parce que je suis bavard, mais en tous les cas, si je dois prendre des exemples, si on part sur les produits de
de l'offre de base, service standard chez nos clients. On fait de la économie, on sait de l'offre standard. On a des exemples avec le groupe 3F. J'ai mis la métropole de Saint-Etienne parce que François me regarde, il m'en aurait beaucoup voulu. Derrière, avec des services personnalisés, parce que là on est sur des problématiques plus fortes de programmation, des bâtiments de 20 000 m² de recherche. Donc là, des bâtiments de recherche avec RTE et CEA. Donc là, on est au-delà de la standardisation. Il faut aller à la précision. Il faut faire évoluer les cahiers des charges et coller à la demande du client. On monte en expertise. Quand on va commencer à rajouter des sujets, des stratégies digitales, et là, on a été intégré dans un groupe de travail en grosse, et on fait la même chose avec la ville de Montpellier qu'on accompagne sur tous les services d'architecture et d'immobilier. Là, on est plus du tout ni dans la standardisation, ni dans l'expertise de services personnalisés. On va chercher de nouvelles méthodes à mettre en place sur l'ensemble de l'activité. Et enfin, on fait de la recherche, on travaille avec l'ADEME, notamment sur le bâtiment où on travaille avec le centre de recherche pour pouvoir faire du commissioning continu. On travaille avec le PTLB, on a monté avec eux des dossiers pour Foncia qui a la volonté de rentrer dans le guide de façon assez massive. Et on travaille avec les groupes Qualitel, concurrents sur le numérique des bâtiments, avec Qualitel, parce qu'il y a eu 10 ou 12 équipes retenues. Donc on est dans cette même logique de chercher à utiliser ces données qui sera collectées de façon massive et d'en faire quelque chose d'intéressant pour le secteur. Et pour finir, une autre start-up qu'on a lancée qui est en train d'automatiser beaucoup de processus et finalement ces illustrations poussées à son maximum, c'est-à-dire qu'à fin décembre, on aura utilisé le BIM pour pouvoir automatiser la comptabilité. Donc ça passe par un processus assez large d'identification des désordres, de structuration de la comptabilité en face à ces désordres pour pouvoir automatiser les systèmes. Là, on voit des marques grand public et des marques privées, d'opérateurs privés. Des marques publiques, pardon, et des marques d'opérateurs privés. Vous sentez qu'on est au tout début du marché, qui est en émergence, en début de croissance et qu'il y a une forte demande de la part de maîtres d'ouvrage dans le pilotage de projets BIM? Oui, clairement, il y a quand même les bailleurs sociaux qui ont été les premiers acteurs à rentrer, je dirais, les plus courageux parce qu'ils ont clairement une forte innovation. Donc eux, quand ils se lancent il y a 3-4 ans là-dessus, ils sont vraiment dans la partie science. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a malheureusement, on innove, mais il y a une tendance systématique de repartir vers la gauche. Ce qui était la science il y a 4 ans, typiquement sur les BIM, sur les calculs. Donc les bailleurs sociaux sont des acteurs très forts, et je pense qu'une tête pourra le confirmer. Ils sont là pour pouvoir tester les nouvelles méthodes. Ils ont une appétence très forte. Et c'est assez surprenant, finalement les privés sont très loin derrière. Le public est en avance dans sa démarche de pilotage de projet BIM par rapport aux privés, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, les régions, les collectivités, régions, départements, pour les écoles, collèges. Clairement, les bailleurs sociaux sont les plus avancés et surtout ils ont une problématique peut-être plus simple, c'est qu'ils sont sur résidentiel, donc des constructions plus simples et surtout une capacité à massifier des modèles de façon collective. C'est un secteur où les gens sont assez soudés et changent beaucoup. Donc ils sont capables d'aller faire de la recherche et de déployer au sein de leur communauté. Après derrière, effectivement, il y a la ville de Montpellier, il y a des villes, des collectivités locales qui le font de façon plus ou moins musulée. Et de Montpellier, c'est une ambition très forte. Derrière, par de Saint-Etienne, on est sur un exemple précis, une contexte technique sur la construction d'anatorium. Et c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir avoir un retour de terrain pour ce réel. Donc on est au début du marché qui est en émergence, là, on va rentrer dans une phase de croissance très forte. Clairement, on voit que les appels d'offres se multiplient, on est passé peut-être une vingtaine d'appels d'offres significatifs en 2016, et je pense qu'on a déjà une quarantaine, une cinquantaine sur les 6 premiers mois. Oui, on est, en tout cas, on a répondu en l'espace de 6 mois, on a fait plus de 100 réponses à l'appel d'offres publics et privés. Merci Stanislas. Alors Sylvain, vous travaillez en tant qu'à l'Intech et pour votre société sur des projets BIM de façon très active, où il y a donc sur des projets avec des maquettes numériques, sur des projets où il y a aussi des interfaçages avec des éditeurs de plateformes. Ça, c'est le quotidien actuel ou à venir pour un économiste de la construction, tout cet environnement digital. C'est le quotidien actuel d'un
intégrer le processus BIM dans la phase de conception. L'expérience qu'on a eue avec Intel, c'est un valeur sociale très impliqué dans le BIM, qui a souhaité mettre en place la solution TALS. Et donc, ça a impacté l'équipe de conception pour qu'ils intègrent les capteurs connectés à la BIM. Donc le bailleur vous a proposé de se connecter à la plateforme. On nous a pas proposé, on a proposé de prévoir dans la conception du bâtiment les capteurs qui vont permettre d'avoir la BIM. Pour l'instant, c'est tout. On ne nous a pas proposé encore de connecter à la plateforme. Mais on sent bien que la tendance, notamment à écouter les interventions, c'est que la donnée existe. A priori, on a une méthode qui permet de structurer. Qui est reconnue. Qui est reconnue, merci. Et il faut l'expertise. Quand on parle, je suis sûr qu'on parle de 400 000 logements communautés, c'est hallucinant. 400 000, je pense qu'on ne fera pas évidemment dans nos carrières à titre individuel. Avoir donné 400 000 logements à disposition pour des économistes, pour pouvoir analyser et peut-être anticiper comment on se fait la société de demain, c'est une révolution. C'est pour moi la révolution. Genre, cette donnée n'existe pas. Les maîtres d'ouvrage ne donnent pas de disposition. Voilà une solution qui permet de connecter cette donnée, de l'intégrer. On peut même imaginer qu'elle puisse ensuite s'intégrer, modifier la matière numérique. S'interfacer et s'enrichir au quotidien. Ce DT, si je puis me permettre. Non, mais c'est absolument gigantesque comme potentiel. Ouais. Voilà, j'ai l'impression que ça modifiera la métier. Voilà, j'ai jamais la tendance on serait peut-être plus économiste de la solution, on avait économiste du bâtiment. C'est-à-dire une vision beaucoup plus large. Simplement, c'est une phase de conception, construction. On serait en charge de l'analyse de l'ensemble du processus du bâtiment. C'est cette conviction qu'on sent chez vous et à l'Intec qui vous a amené à vouloir éditer un MOOC, ce premier MOOC qui est un MOOC maintenant de référence de par ses résultats sur le BIM. C'est un MOOC, donc c'est par voie digitale sur un sujet digital dans le bâtiment, c'est-à-dire le BIM, le process du BIM. Oui, à titre personnel, j'ai du mal à connecter pour le coup ce dont on parle. Non, mais justement, le MOOC, c'est un sujet de formation sur le BIM. Et on voit que le BIM va être utilisé de façon croissante. L'ambition de l'Intec de proposer un MOOC, c'était de proposer un savoir au plus grand nombre, quelque part décentraliser ce que le BIM. D'ailleurs, c'est BIM socialiste de manière assez simple. Oui. C'est un processus, il faut l'intégrer. On a déjà une partie des codes pour l'intégrer. Voilà. Et après, ce processus, on l'utilise pour prendre. L'ambition, c'était de décentraliser ce processus. Donc il est exploité de façon importante ou pas encore importante par les économistes de la construction, le BIM, la méthode BIM. En suivant le MOOC, on comprend que le processus... Donc il y a un lien avec le MOOC, quand même. Pardon, excusez-moi. Non. On comprend que le processus collaboratif est intégré dans le process d'un économiste. On est obligé de collaborer, on a l'interface. On va pas très beaucoup. Les données viennent de toutes parts. On collabore. Aujourd'hui, ce qu'ils développent, c'est la conception de bâtiments et de plans en 3D. Et le BIM a l'ambition de mettre de la donnée dans cette 3D. On a des outils. Depuis pas mal d'années, on sait travailler en 3D. Donc la 3D est ouverte, la collaboration non plus. Voilà. Donc l'impact, pour répondre à la question du jour et du congrès, l'impact il est structurant, l'impact du digital sur votre métier d'économie de la construction, sur les métiers de la filière du bâtiment. Il y a des enjeux qui sont maîtrisés avec une approche itérative. On ne sait pas tout, mais il faut y aller avec envie et de façon expérimentale, en test and learn. C'est très vertueux, très prometteur pour l'ensemble de la filière jusqu'aux consommateurs, end users, c'est-à-dire propriétaires, locataires, privés ou publics. Mais la data, c'est un enjeu.
la data est une valeur, mais à qui elle appartient au final? Parce qu'on l'a quand même vu, si la data... toutes les datas ne vont pas appartenir à tous ceux qui les exploitent, puisqu'il y a des algorithmes, c'est l'éditeur de l'algorithme qui a la data finale, l'output final. Donc, quelle est votre appréciation sur ce sujet? Non, mais j'ai la même réponse que Benjamin. La data appartient en priorité aux propriétaires de la bâtiment. Et j'allais dire que naturellement, on construit pour un entourage. Parfois, on a la sensation dans les projets qu'on oublie l'ouvrage usager derrière. Donc ça appartient au client? Oui, ça appartient au client, à l'usager. Ça me semble assez naturel qu'on s'en sert pour proposer un service meilleur en imagine après l'analyse des données. D'accord. Si vous avez des questions, des réactions pour enrichir la réflexion, on est à votre écoute. Merci, bonjour, Pascal Asselin, économiste de la construction. J'ai une question à poser justement sur la data. On va faire un peu de science-fiction. Pour vous, à qui doit appartenir la data? Est-ce qu'on doit la laisser à celui qui conçoit et celui qui exploite? Est-ce que ça doit être le même? Ou est-ce qu'on doit, pour éviter des effets qu'on pourrait penser pervers, séquencer les opérateurs? Moi, je réponds souvent du projet Carinaman Bâtiment, donc ça a poussé à partir avec qualité. Pour nous, la data appartient, en fait, il y a différents niveaux de data. Typiquement, sur un donné qui sera lié aux parties communes et d'autres qui sont liées aux parties négatives. Et je dirais que celles qui sont liées aux parties négatives sont bien sûr les plus invasives en termes d'information. À titre d'exemple, quand on fait l'étude thermodynamique dans un immeuble, on a mis des capteurs d'hygrométrie, de température et d'humidité à l'intérieur du logement. On sait que les gens viennent par peu deviner ce qu'ils font, donc c'est quand même très intrusif. Donc là, clairement, le nombre de données, elle a un usage peut-être anonymisé, un usage très spécifique et l'accès doit être très contrôlé. Après, derrière, il y a un niveau qui est au-dessus, qui est celui finalement qui concerne les actes de gestion pour avoir une tête. Et là, je dirais qu'il n'y a pas d'enjeu majeur pour les habitants. Effectivement, on pourrait bien dire, à partir du moment où on a connecté tout ce qui était contrôle d'accès, on pourrait avoir des idées sur quoi faire sur la donnée quand on sait que les bâtiments sont vides. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de cas où il y a mélangé pour la clientèle. Et dans ces cas-là, c'est vraiment l'usage purement en gestion qui doit être prévaloir, bien sûr, avec comme obligation de protéger ces données, de les laisser sur des serveurs en France. C'est pas la peine de donner à Google et au GAFA en général qui a beaucoup d'informations, de leur envoyer des informations supplémentaires, parce que s'ils croisent ce qu'il y a chez les gens et ce qu'il y a sur le net, ça va être un niveau plus efficace. Pourtant, ils ont des services de domotique à domicile. Google, Apple, vous pouvez régler votre thermostat, votre température, vos lumières. Donc, ils sont en train de les capter, ces informations. Aujourd'hui, ils ont plusieurs stratégies. Ils ont Nest qui Google qui permet de capter de l'information sur les équipements. Ça règle le chauffage, mais surtout, ça explique comment les gens vivent, quand est-ce qu'ils sont là. La deuxième chose, c'est qu'ils sont aussi un projet qui est Flux. On va montrer les équipes au moins. C'est très sympathique. Ils permettent aux gens de faire l'interopérabilité hors format additionnel en ligne. Ça simplifie la vie, mais ça envoie toutes les données notamment chez Google. On a regardé l'API de l'Elite qui permet de faire la même chose de pouvoir, c'est fort, qui permet de pouvoir faire des travail automatisé sur les requêtes. Quand on regarde la mission générale, Elite se donne le droit de les effacer. Réserver le droit de les effacer, on va demander. C'est-à-dire, grosso modo, ils disent pas que les conserves, mais ils disent qu'ils choisiront s'ils effacent les données ou pas. Donc c'est vraiment un enjeu majeur sur ces données-là. Et pour nous, en tout cas, notre vision, c'est qu'attirer confiance de tel ou un autre acteur, qu'il soit public ou parapublic, soit là pour pouvoir contrôler l'accès à ces données. Peut-être juste pour apporter un complément, bon, on a une... Si on m'entend.
On a une directive européenne, de toute façon, qui gère déjà toutes ces problématiques de vie privée aujourd'hui et qui a été mise en place par une directive très récemment. Donc il y a déjà tout cet aspect de conformité réglementaire que tout acteur qui serait amené à exploiter de la donnée aujourd'hui de l'individu ou en provenance d'un environnement privé devra respecter pour avoir son autorisation. Et ensuite, je pense, la question, encore une fois, c'est que si on veut créer une économie autour de la data, il va falloir qu'on sache se la partager, la valeur. Parce que tant qu'on restera crispé sur des positions où à qui appartient vraiment la donnée, je pense que ce n'est pas tant la question centrale. La question, c'est comment je peux en faire un usage et en créer une valeur ajoutée dans mon métier. Ça, c'est la première question, mais la deuxième question, c'est... Oui, mais cette valeur, on voit bien, nous, dans nos cas d'utilisation, qu'on a beaucoup de données... Ne serait-ce que pour la réexploiter plus tard. Voilà, qui peuvent avoir plusieurs cas de valeur ajoutée pour différents acteurs. Donc on voit bien qu'une même donnée peut être exploitée de manière différente auprès de différents acteurs. Oui, voilà. Ça c'est la dimension commerciale. Vous pouvez vendre à partir d'une donnée, vous pouvez vendre plusieurs déclinaisons à partir d'une data. Si vous avez des questions ou des réflexions sur... François. Ouais. Oui, bonjour, François Bell, économiste de la construction. J'aurais une question consécutive à la data. Est-ce qu'à terme, on ne pourrait pas imaginer qu'effectivement, il y ait une incidence, une conséquence sur le prix, je dirais notamment de l'exploitation de maintenance? Je prends un exemple très simple, à l'image de ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis en termes de couverture sociale. Je connais votre donnée, votre activité sportive, et j'adapte mon coût de la mutuelle en fonction de votre exercice, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, qu'en est-il du coût des énergies par rapport à, comme tu disais, Stan, je sais quand tu allumes, quand tu éteins, si tu surconsommes ou pas consommes, ou tu es un bon consommateur ou mauvais consommateur. Est-ce qu'on ne peut pas aller potentiellement vers une dérive, je dirais, financière des énergies et plein d'autres sujets, quoi. Les contrats de maintenance, ainsi de suite. Enfin, après, quelle est votre position là-dessus ? Peut-être, on travaille sur plusieurs projets dans cette optique-là. Donc, à titre d'exemple, on peut parler du métier des assureurs qui font de l'assurance habitation, de l'assurance immeuble. La connaissance de ces usages et des qualités d'entretien de ces immeubles va forcément pouvoir demain adapter les niveaux de gestion du risque de ce métier de l'assurance dans l'habitation. Aujourd'hui, ils ne prennent pas du tout en compte, mais on a un certain nombre de grands assureurs qui se disent, voilà, si des plateformes émergent et sont capables de nous donner une visibilité sur la qualité d'entretien, les fuites, les sinistres, etc., et tout ce qui peut se passer dans la vie de ce bâtiment en termes d'entretien, on pourrait adapter nos primes de risque de la même manière que je le fais dans la voiture aujourd'hui entre le bon et le mauvais conducteur. On va retrouver dans l'ascenseur, je vais vous prendre cet exemple-là, j'ai travaillé quelques années dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, la maintenance de l'ascenseur ne tient pas compte du trafic qui est fait dans l'ascenseur. On tient compte de caractéristiques techniques, on tient compte d'une réglementation. Si demain je suis capable de savoir que pour un même ascenseur, j'ai un trafic de 50 démarrages par jour par rapport à un ascenseur qui démarre 2 fois par jour, je vais pouvoir faire un contrat de maintenance qui va tenir compte d'une part de cet usage, et ensuite je vais aussi peut-être tenir compte des populations qui sont dans cet habitat, parce que si j'ai des personnes âgées, j'ai peut-être pas le même délai d'intervention à fournir que si je suis sur un foyer de jeunes étudiants. Alors qu'aujourd'hui, on était dans une ère où finalement tous les contrats de maintenance étaient très standardisés pour optimiser les coûts. On va aller vers une ère de l'industrialisation, de la personnalisation, où il va falloir tenir compte d'une part de l'usage de ces bâtiments et d'autre part des populations qui sont amenées à bénéficier de ce service. L'exemple de l'ascenseur est édifiant, c'est-à-dire que les ascenseuristes pourraient être dans une logique encore de production et pas encore opérateurs de service, et grâce aux capteurs, ils vont avoir les flux et le degré de consommation de leurs produits. Donc pour eux, c'est un potentiel énorme. Oui, alors, vous parlez de production, et je pense à un autre sujet, c'est tout ce qui est lié à l'autoconsommation. Bon, il y a un certain nombre de réglementations qui viennent de parler de l'autoconsommation collective. On est impliqué dans un projet alors, qui est en région, qui s'appelle Sommel So Connected, qui est un grand projet Smart Grid, qui fait partie des grands territoires de Smart Grid. On est impliqué également avec des bailleurs sociaux sur l'utilisation de cette autoconsommation collective pour pouvoir apporter un bouquet de services énergétiques différent de celui que vous avez l'habitude de connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on intégrera l'autoconsommation dans la fourniture de la consommation individuelle. L'ascenseur en MRH, il peut être intéressé d'être connecté à la demande du gestionnaire de parc immobilier à la plateforme de data pour savoir que dans tel immeuble, il y a tel comportement. Donc l'assureur va être connecté ?
L'assureur va être connecté également. On a déjà des travaux en perspective au deuxième semestre avec certains d'entre eux pour leur donner accès à ces datas et eux vont faire appel à l'expertise d'acteurs data scientists pour pouvoir évaluer comment dans le métier de gestion du risque, qui est leur cœur d'activité, ils sont capables d'utiliser ces données pour optimiser leur offre de services d'assurance habitation par rapport à une offre d'assurance immeuble. Et par rapport à ce que soulignait François, logiquement, ça doit être dans une logique vertueuse d'économie pour le end-user, le copropriétaire ou le locataire gagnant. final. Voilà. Ça doit être dans une logique d'économie, la data. Je pense qu'on est dans un marché qui est occupant-centrique aujourd'hui. C'est le consommateur qui reprend la main, je dirais, sur toute la filière. Ça réinverse complètement le rapport de force. Et en fait, il va falloir maintenant apprendre à produire à partir du consommateur, c'est-à-dire l'utilisateur final du bâtiment, et puis standardiser toutes les prestations qu'on faisait autour de ce bâtiment. Si vous avez des questions, des réactions. Merci, bonjour. Thomas Roupert, économie de la construction. Je voulais savoir à l'heure actuelle, est-ce qu'il existe des outils pour faire le coût global, pour justifier un peu la plus-value de cette maquette? Je ne peux pas vous entendre plus, pardon. Ah ok, excusez-moi. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe à l'heure actuelle des outils pour calculer le coût global et de façon un peu automatisée, pour justement justifier le coût de cette maquette? Et est-ce qu'une banque prend en compte ce coût global pour accorder ou non un crédit par exemple? Est-ce qu'on peut l'envisager pour le futur? Je vais répondre en tech sur la partie outil. Oui, il existe un outil qui a été développé par un tech qui s'appelle Gestionnaire, qui utilise la méthode d'analyse économique Intech pour produire une étude globale avec une concoction économique qui arrive. Et l'ambition, de toute façon, c'est de pouvoir produire cette étude globale de manière systématique pour chacun des projets. Question sur Non, c'était pour la banque. La banque. Parce que maintenant, on demande un crédit, mais à maître d'ouvrage, la banque elle va regarder le coût du projet. Et quelle mensualité ça va nous coûter et combien ça va nous rapporter. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'avec le coût global, on va intégrer les économies pour dire que le bâtiment, certes, on va rembourser tant par mois, mais on va économiser tant par mois. Donc, il va nous coûter moins cher. Et est-ce que ça, maintenant, les banques, elles vont le prendre en compte ou est-ce qu'elles pourront le prendre en compte dans le futur? Il y a un travail de pédagogie à faire auprès des banques. Une start-up à créer. Il y a un opérateur. En fait, il y a un... ce qu'il faut vous dire, c'est que je pense que la structuration, enfin Stanislas l'a bien évoqué, le fait que ces données deviennent structurées va rendre le champ des possibles beaucoup plus facilement réalisable. Et donc il y a tout un tas d'acteurs qu'on peut imaginer, les banques en font partie, et on interagit beaucoup aussi avec les banques qui essaient de comprendre quelle valeur ajoutée dans leur positionnement vis-à-vis du consommateur ces acteurs vont pouvoir tirer à profit, et pourquoi pas dans le crédit immobilier, mais je pense que là il reste encore du travail sur la table pour des startups de se lancer. Stanislas. On a une start-up qui s'appelle Cédrix.io qui attaque le problème sur la vision des estimations des cash flows, des méthodes et des banques d'affaires pour pouvoir tout d'abord calculer la partie OPEX, opérationnelle et CAPEX. Et on a travaillé avec François et ses équipes pour pouvoir prendre des estimations très en amont, des estimations conceptuelles qui sont basées sur les travaux publiés par le Canadien, avec un format qui est assez similaire à celui de la tech. Donc ça nous permet de sortir très rapidement des différents scénarios de rénovation, plusieurs scénarios, pour pouvoir regarder quel était l'impact en termes de coûts sur la partie dépenses capitales et l'impact de l'opérationnel. D'ailleurs, ce qu'on fait, et ça c'est vraiment très intéressant avec l'agrégation des données sur le métier, c'est que derrière, quand on a mis ça en place, on est capable de comparer les projets et de sortir une probabilité d'erreur, parce qu'on va mesurer ce qui a été estimé, ce qui est réalisé. Et quand on fait ça, on est capable de dire sur les travaux de structure, sur telle typologie de bâtiment, on va se compter les 5%, etc. On met ça sur l'ensemble du modèle des cash flows et on va faire 50 000 simulations de Monte Carlo, pour sortir de la normale et avoir fait finalement une évaluation du risque. Donc c'est très intéressant pour les banques
cbtx.io, vous pourrez voir la propre concept. Donc c'est exactement ce qui va se passer dans la ligne. Mais là on est très en amont, et je dirais que ça intéresse malheureusement plus les universitaires que les banquiers pour l'instant. Mais il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'en ai une. Les datas sont sourcées par les capteurs ou par les comportements des gens dans la filière jusqu'aux copropriétaires, locataires ou tous les acteurs du bâtiment qui vont apporter, incrémenter s'ils jouent le jeu des datas pour mieux les exploiter. Le volume de data actuel est infinitésimal par rapport à ce qui va être dans quelques années, j'imagine. Sur une échelle de Richter, il est de 1 à 10, il est de 0,5 à 10. Tout ça va être crescendo, sachant qu'il y a des algorithmes derrière pour les analyser, pour avoir une analyse et de l'info, de la data nette très exploitable, bien évidemment, pour ne pas se perdre dans les données. Je pense que c'est 0 à million, voire milliard. Je disais, on passe 90% de notre temps dans le bâtiment. On voit la richesse de ce secteur d'activité. Les objets connectés, on parle de milliards d'objets. Alors il y a les objets grand public, mais le bâtiment va être un gros producteur d'objets. Le sujet de l'énergie mobilise énormément de données. On le voit avec Linky en France, Gaspard, donc tous ces compteurs intelligents qui se déploient, les réglementations sur l'individualisation des frais de chauffage, des compteurs d'eau, etc. Donc c'est déjà d'actualité aujourd'hui sur des volumes de millions de données. Le tout étant de les structurer et d'être capable effectivement d'avoir l'enjeu industriel de travailler sur des masses comme Google peut le faire aujourd'hui sur des données grand public, de le gérer à l'échelle de milliards de données qui seront agrégées et dans lesquelles il va falloir naviguer, et il va falloir ensuite pouvoir les interroger pour pouvoir en faire une analyse. Voilà. D'accord. Une dernière question, réaction, n'hésitez pas. Et écoutez, Sylvain, Stanislas, Benjamin, merci infiniment pour ces interventions et puis sur ce sujet qui est stratégique. Merci, à très bientôt. Merci.